Et donc, je me propose de vous parler de la finance moderne. Bienvenue à tous sur cet nouvel épisode des chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Nous, nous allons, comme chaque vendredi matin à 10h30, vous faire l'honneur de deux petites chroniques pour aider les entrepreneurs dans leur pratique. Et je voudrais en quelques minutes essayer de vous faire toucher du doigt tout ce qu'il y a de cassé dans cette finance moderne, dans cette façon que l'on a d'évaluer les choses depuis une quarantaine d'années. Voilà mon ambition. Alors, je vous rappelle que pour ceux qui ne suivent pas l'actualité, le Nasdaq a lourdement chuté de 20% depuis le début de l'année. Alors, vous voyez, les mois précédents, on était un petit peu sur un top, et puis là, pouf, on a fait une grosse chute avec une petite reprise derrière. Mais c'est quand même 20%, c'est pas mal. Sauf que les 20% ne sont que 20% après une croissance continue depuis 3 ans. Donc, on peut se dire que c'est pas si grave, que c'est juste un petit point. Jusqu'au moment où on apprend que ce que cache cette chute de seulement 20%, c'est que les gros ont beaucoup moins chuté que les autres, mais que la moitié des petites des valeurs du CAC, du Nasdaq, donc qui représentent les petites valeurs, ont perdu 50% de leur valeur. Donc, il y a en dessous une apparence de modération, quelque chose de bien plus impactant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Par ailleurs, deuxième sujet, vous avez vu que Facebook, devenu Meta, a perdu 26% en une journée. Alors, 26%, c'est quand même la disparition en bourse de 230 milliards de dollars. C'est pas mal d'argent qui était là et qui n'est plus là. Et quant à Zuckerberg, il a perdu 29 milliards en un seul jour. Mais je vous rappelle que ce n'est que 26% de chute. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une chute comme ça? Deux grandes raisons. La surprise du marché. Le marché ne s'attendait pas à un ralentissement aussi important, aussi rapide de la croissance de Facebook. Vous savez que ça fait quelques années que Facebook est en déclin sur les populations jeunes de l'Occident, mais c'était compensé par la croissance sur les marchés en, en développement, les marchés les plus pauvres. Et donc, du coup, l'un plus l'autre, ça convenait bien. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que même ce marché des pays en voie de développement est en train de se ralentir. Et ce n'était pas attendu. Je crois qu'il y a 52 analystes de premier rang qui suivent la valeur Facebook et seulement 4 avaient anticipé quelque chose de comparable. Mais le deuxième point, c'est un point qui va au-delà de Facebook et au-delà de la réévaluation que les marchés sont tenus de faire quand les attentes changent, c'est la question des taux d'intérêt. Alors, les taux d'intérêt, c'est le prix enfin, le prix que l'on paye pour la dette, et notamment la dette d'État. Et il est en général lié à une question clé qui est la question de l'inflation. Or, l'inflation aujourd'hui, on vous en a déjà parlé, on est dans des plus hauts historiques, puisqu'en fait, on est en train de rejoindre ce qu'on avait connu en 82. Donc, ça commence à faire assez loin, 82. Eugénie n'était pas là, c'est vous dire. 82, ni Patrick ni moi ne travaillions à l'époque. Donc, c'est il y a longtemps. Et vous voyez que les prix à la consommation sur les États-Unis sont à 7,5% en janvier. Et si on enlève
l'énergie et l'alimentaire, donc des choses où on se dit, oui, non, mais ça bouge, ça fluctue, ça va passer, on descend seulement à 6% d'inflation. Donc, on a l'air d'avoir vraiment quelque chose d'assez solide, un indicateur assez solide. Et on rejoint, on est au-dessus du pic de la crise de 90. Alors, les effets des taux qui montent, eh bien, c'est que le coût de l'argent augmente. Le coût de l'argent, ça veut dire que les marchés vont baisser puisqu'on compare quand on achète une action, on compare avec ce que rapporte de l'argent qui n'est pas sur les marchés. Et donc, on va demander plus de rendement à une même action. Et donc, l'action, elle gagne toujours à peu près la même chose. Donc, ça veut dire qu'on va la payer plus cher pour faire augmenter le rendement, le rapport entre ce qu'on a payé et ce qu'on gagne. Et ça, la baisse des marchés, bah, ça a un impact sur Moins la baisse cher. des financements. Pardon, Patrick? On va la payer moins cher. On va la payer moins cher de manière à augmenter le rapport entre ce qu'on a payé et ce qu'on gagne. Si on peut pas, si ce qu'on gagne ne va pas augmenter, bah, il faut que ce soit sur le prix qu'on se rattrape. Donc on va payer moins cher, donc les marchés vont baisser, et donc on va avoir une baisse des financements. Et en plus, on va avoir une transition difficile parce que on va passer euh, une baisse de valeur des obligations. Alors ça, c'est assez contre-intuitif. Les taux d'intérêt vont augmenter et ça va faire baisser le prix des obligations parce que les obligations, elles ont un rendement fixe. Donc, si le rendement attendu à l'époque était de 0,5% et que maintenant le marché réclame du 2%, eh ben, le prix des obligations vont baisser jusqu'à ce que le 0,5% qu'elles servaient corresponde à 2,5% du prix actuel. Et donc, contrairement à ce qu'on imagine, les obligations peuvent diviser leur valeur par 2 ou 3 assez facilement, en particulier dans la période actuelle. Donc ça veut dire que ça va avoir un impact énorme parce que dans la plupart des cas, on demande aux institutions financières de faire ce qu'on appelle du mark-to-market, c'est-à-dire de réévaluer leur inventaire de produits, de placements, à l'aune à l'aune des prix de marché actuels. Et ben, si les prix baissent, en fait, on doit encaisser une baisse de la valeur de son bilan et donc une chute de son profit, voire même une perte importante. Et là, on parle des compagnies d'assurance, on parle des fonds d'investissement, on parle de tas de choses comme ça. Après, dans une phase suivante, eh ben, on se retrouve au paradis des compagnies d'assurance, puisque on peut acheter à nouveau des actions, enfin, pardon, des obligations qui vont avoir des rendements bien plus intéressants que ce qu'on avait jusqu'alors, c'est-à-dire des rendements proches de 0%. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. Et on va avoir là-dedans ce qu'on appelle un flight to quality, c'est-à-dire en plus, ça va se faire en choisissant les valeurs et les signatures qui ont qui ont le plus de qualité. Alors tout ça, c'est les marchés, comment ça s'impacte sur les entrepreneurs. Alors sur les entrepreneurs, eh bien, les prêts vont disparaître puisqu'on va se retrouver dans un moment où les banquiers ne pourront pas prêter parce qu'ils n'auront plus l'accès qui leur convient au financement. Et quand les prêts vont revenir, eh ben, ils vont être plus chers, dans la condition où les banques soient encore en vie. Je vous rappelle que dans les années 90, on a vu disparaître beaucoup de banques, dont
la troisième banque française de l'époque, qui était le Crédit Lyonnais, qui a disparu corps et biens en l'espace de quelques semaines. Alors, la question qu'on va se poser maintenant, c'est entre tous ces éléments-là qui nous tombent dessus, quelle est la raison, quelle est l'interaction, comment on peut expliquer cette interrelation. Alors, je vous propose de mettre tout sur le dos d'un brave chercheur qui s'appelle Harry Markowitz. Alors bon, il faut dire qu'il a quand même eu le prix Nobel d'économie et que tout le monde sait bien que le prix Nobel d'économie, c'est une médaille en chocolat, hein, ce n'est pas un vrai prix Nobel, hein, puisque d'abord, ça n'existe que depuis les années 60, qu'ensuite, c'est distribué par une académie royale d'économie, enfin bref, quelque chose de pas sérieux. Hein, je vous rappelle que Dieu a créé les économistes pour que euh, astrologues aient l'air plus sérieux. Mais néanmoins, Harry Markowitz va, dans les années 50, mettre en avant une théorie qu'on appelle la théorie de portefeuille. Cette théorie de portefeuille donnera d'ailleurs le jour à un modèle qu'on appelle le MEDAF, qui est quelque chose de formidable. C'est une formule magique qui donne le prix des actions. Ouais, ouais, c'est exact, ça existe. Par ailleurs, ce qu'on va voir dans la suite de Markowitz, c'est c'est ce qu'on appelle la théorie des options. Donc, qu'est-ce qu'une option? C'est un droit d'acheter ou de vendre plus tard un bien à un prix qui va être défini. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'accorder avec quelqu'un sur le fait qu'on puisse acheter des actions dans 1 an, 2 ans, 3 ans, à un prix qu'on va définir maintenant. Et donc, si le prix monte et qu'on a le droit d'acheter, ben, c'est formidable parce qu'on va pouvoir acheter cette action au prix qu'on a défini maintenant et la revendre au prix où sera monté plus tard. Et quand on regarde bien ça, eh bien, ça veut dire que l'ensemble des investissements qu'on fait en bourse sont des options. Et M. Black et Scholes ont créé un modèle sur la base des travaux de Markowitz pour donner le prix des options. Alors, ce modèle, je vous le montre, très très simple. Vous avez dans le cas présent un prix auquel on a le droit de racheter les actions qui est d'environ, enfin qui est de 100 dollars. Vous avez les éléments du marché sur le risque et sur la volatilité. Et puis, donc, vous avez un modèle qui dit, voilà le temps qui reste, donc ça c'est en ordonnée, voilà le temps qui reste avant l'expiration de l'option, voilà le prix auquel l'action est sur le marché. Je vous rappelle on a le droit de l'exercer à partir de 100, enfin qu'on peut l'exercer, enfin, on l'exerce à 100. Donc quand vous avez un prix du marché qui est à 100 et que vous pouvez exercer à 100, vous voyez que ce que vous gagnez, c'est ce qu'on a sur l'axe des Z, c'est-à-dire vous êtes à zéro. Donc, vous n'avez pas gagné d'argent sur cette partie-là qui est entre 0 et 6 mois. Entre 0 et 6 mois, quand le prix du support est entre 80 et 100, et ben, grosso modo, votre option ne vaut pas grand-chose parce qu'on n'a plus tellement d'espoir qu'elle monte ou qu'elle baisse, compte tenu de la volatilité du marché. Et voire même, on est au jour zéro, au jour zéro, ça ne sert à rien d'avoir une option qui permet d'acheter à 100 quelque chose qui est à moins de 100 sur le marché. À partir du moment où ça commence à dépasser les 100, alors là, on a un levier incroyable parce que ce qu'on avait acheté quelques dizaines
de centimes à l'époque, entre 0 et 1 centime, 0 et 1 dollar, on va dire, eh bien, tout d'un coup, vous voyez, commence à monter très fortement sur l'axe des Zoulous pour aller valoir 30 jusqu'à 30 dollars si on voit un prix du support qui est à 120 et qui reste encore 2 ans de maturité. Donc voilà le modèle. C'est un modèle extraordinaire, mais ce modèle, il repose sur cette théorie de Markowitz. Donc grâce à cette théorie de portefeuille, ce qu'on va constater, c'est que le risque, plus on grossit le portefeuille et plus on le diversifie, va disparaître. Et là, on est dans la grande opposition entre l'extrémistan et le médiocristan. Alors, pour vous exprimer la différence entre ces deux mondes, je vais vous prendre le cas de deux restaurants. Donc, il y a celui où on pèse les gens et celui où on mesure leur fortune. Si on pèse les gens, on va se retrouver avec, mettons, 1000 personnes qui pèsent 70 kilos. Ça fait 70 tonnes dans le restaurant. Et si une de ces personnes sort et est remplacée par l'homme le plus lourd du monde, on va avoir 999 personnes à 70 kilos et une personne à 400. Et donc, le total de ce que pèse la salle va passer de 70 tonnes à 70 tonnes, 330 kilos. Pas un changement majeur, vous en conviendrez, même si la personne la plus grosse a quand même fait une différence. Mais rien à voir avec le deuxième restaurant, celui où on évalue les biens des gens. Et donc, on a 1000 personnes qui auraient 300 000 euros de possession et donc leur valeur cumulée 300 millions. On fait sortir une personne de ce groupe et on fait rentrer l'homme le plus riche du monde. On a 980 personnes à 300 000 euros et une personne à 80 milliards. Ça veut Oui, dire que le total, Zuckerberg a bien perdu alors. ce n'est pas Zuckerberg le plus riche. Pardon. De mémoire, c'est le patron de Zara, dont j'ai oublié le nom, mais ça bouge tous les jours et de manière incroyable. Je voyais l'autre jour que la capitalisation de Tesla est égale à 10 fois celle de Mercedes. Donc Tesla peut racheter Mercedes et il a signé qu'il ne le ferait pas dans le cadre d'une opération d'OPA hostile, mais qu'il sera ravi de le faire si on le lui demande. Voilà. Le rêve de Patrick se réalise. Il sera dans une Tesla avec une étoile devant. Et je vous rappelle que l'étoile sert de viseur pour viser les personnes âgées qui ne traversent pas assez vite. Et donc, ton milliardaire arrive. Mon milliardaire arrive, donc la totalité qui était de 300 millions, qui était la fortune qu'il y avait dans ce restaurant, va passer à 80 milliards,299 millions. Je vous ai parlé des 700 000 donc de dollars. Donc, une personne qui va changer dans ce groupe sur 1000 va impacter complètement l'équilibre que l'on avait. On va passer de 300 millions à plus de 80 milliards, simplement parce qu'une personne est entrée et une autre est sortie. Donc ces deux mondes-là n'ont pas de lien commun. Ces deux mondes qui fonctionnent très, très différemment. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans la théorie de portefeuille, on estime que les marchés sont efficaces, sont efficients, que les acteurs ont une aversion au risque et que toutes les actions peuvent se résumer en une formule qui est une alpha x plus bêta, avec alpha qui est la croissance sous-jacente de chaque action et bêta qui est la corrélation de cette action avec le risque de marché. Et après, c'est formidable parce qu'on dit, du coup, si le portefeuille est très très large,
ça réduit le risque. Et si les valeurs sont très diversifiées, eh ben, le bêta qu'on a vu, qui est la corrélation avec le risque de marché, va s'annuler l'un l'autre, parce qu'on va on va avoir des commissions diversifiées, on va avoir des entreprises qui sont très alignées avec le marché, d'autres qui sont très opposées. Et donc, on va passer de +1 à -1, et la somme de tous ces +1 plus -1 va être égale à 0. Donc, on ne va plus avoir que alpha x. Donc, on n'a plus de risque, et on ne garde que le alpha, qui est la croissance implicite. Donc, on va rechercher des valeurs dans lesquelles investir, qui vont être très focalisées pour qu'on puisse déterminer le bêta de manière simple, et qui vont être très leveragées, parce que c'est ça qui donne un alpha supérieur. Donc, on va voir avec cette théorie l'émergence de fonds énormes, diversifiés, et qui nourrissent une nuée de petits fonds qui vont eux aussi, sur les ordres de ces gros fonds, essayer de diversifier l'argent dans des choses très focalisées. Et entre Philippe Herrlin, économiste français, qui, dans un livre, va regrouper ce que Benoît Mandelbrot, Nassim Taleb, au travers du Black Swan, ont pu raconter. Et il va dire, voilà, alors c'est des gens, chacun de ces gens-là sont plus importants que Philippe Herrlin, et Philippe Herrlin ne fait qu'une exégèse, mais il l'a fait très très bien, et il permet de comprendre parfaitement le sujet. Il dit, la théorie est fausse, c'est-à-dire que l'hypothèse, c'est qu'on est dans le médiocristan, alors même que les jours de bourse qui seraient supposés se répartir sur une gaussienne dans le médiocristan se répartissent de manière non homogène. C'est-à-dire que chaque jour, vous allez voir qu'il y a des jours avec des grosses pertes, comme hier, moins 1,5% sur les marchés, et des jours avec des petits gains, 0,5, 0,2, 0,3, et que c'est pas grand-chose entre les deux. C'est deux grands pics, et puis pas grand-chose entre les deux. Et ça, ce n'est pas cohérent avec la loi normale qu'on utilise dans le médiocristan. De plus, les jours de bourse ne sont pas indépendants, c'est-à-dire que chaque jour de bourse va influer le suivant. Et donc, on ne peut pas utiliser la loi normale, contrairement à ce que fait Markowitz, car on ne respecte pas le principe du indépendant et identiquement distribué, le IID, cher aux étudiants en statistique. Donc, ce que dit Philippe Herrlin, c'est qu'on ne peut pas utiliser cette loi normale, ce que dit Mandelbrot et Nassim Taleb avant lui. On ne peut pas utiliser la loi normale, et donc on ne peut pas utiliser les travaux de Mandelbrot, de Markowitz, ni ceux de Black and Scholes, donc rien de tout ça. Or, le problème, c'est qu'on a subi une contamination. Ces idées ont amené à la massification des investissements. On a déjà aujourd'hui les très, très, très grands fonds qui réunissent entre leurs mains quasiment 20% de toutes les grosses valeurs du CAC 40, du Standard Poor's, etc. Vous regarderez souvent des gens qui se plaignent du fait que on a trois grosses firmes qui représentent, qui sont les principaux actionnaires de toutes les boîtes cotées du monde. Il s'agit de State Street, il s'agit de BlackRock, et il s'agit, pardon, Et Vanguard. et de Vanguard. Et ces trois fonds à eux tout seuls sont les premiers actionnaires de Nestlé, de Coca, de General Electric, de tout. Et pour une raison très très simple, c'est qu'ils sont tellement gros qu'ils sont obligés de prendre un gros bout de chacune de toutes les boîtes qui sont cotées sur les marchés euh, pour respecter la massification des investissements et la diversification qu'on exige d'eux. Et puis ces fonds-là,
et puis tous les fonds géants dans lesquels on est, vont pratiquer une forme de ruissellement, puisqu'en fait, tout ce qu'ils ne peuvent pas gérer par eux-mêmes, ils vont demander à d'autres de le gérer pour eux-mêmes, sous forme de mandat. Et donc, ça se disperse tout au long de la chaîne, avec toujours cette exigence de respecter la théorie de portefeuille. Et donc, les modèles vont affecter les entreprises via ceux qui vont utiliser l'argent pour investir en direct dans les entreprises, en direct sous forme d'investissement fonds propres, hein, par exemple les sociétés de capital risque ou de capital investissement, mais aussi ceux qui vont investir sous forme de financement d'actifs, de leasing, etc., ou de factoring. Et cette infection des entreprises, il faut avoir en tête que le MEDAF, dont je parlais tout à l'heure, cette formule magique qui permet d'évaluer le risque qu'a le droit de supporter chaque entreprise compte tenu de son secteur et de son risque propre, a conduit à un modèle de rentabilité des fonds propres. Donc les fonds propres qui étaient les réserves qu'a une entreprise sont devenus, du fait de cette théorie, des fonds qui doivent apporter un certain rendement, faute de quoi il vaut mieux les rendre et ne pas les utiliser. L'autre infection qui a été provoquée par Markowitz, c'est la question de la focalisation. Combien de fois est-ce qu'on a demandé à un entrepreneur de se concentrer sur son business, de ne pas se disperser? Et le dernier point, c'est le leverage. C'est-à-dire qu'on va demander à l'entrepreneur de prendre le plus de levier, le plus d'endettement possible pour se développer. Et ça conduit à la fragilité au lieu de l'antifragilité qu'il faudrait compte tenu des black swans qui nous frappent en permanence. Les black swans sont, je vous rappelle, ces événements improbables et pourtant très fréquents et qui viennent perturber constamment notre monde. Je vous rappelle que la crise Covid, d'après Nassim Taleb, n'est pas un black swan, puisqu'on savait qu'à un moment ou à un autre, ça faisait partie des choses qui pouvaient arriver d'avoir une épidémie. En revanche, ce qui est un black swan, c'est le fait que l'ensemble des gouvernants aient pris des décisions comparables en matière de gestion de la crise, des décisions qui ne faisaient pas partie des recettes normales en ce genre de situation. Je vous rappelle que l'OMS avait écrit sur son site en novembre 2019 que le confinement n'était pas une solution et que le port de masque n'était pas recommandé. Donc, c'est pour dire que ce n'était pas possible d'imaginer en début 2020 qu'on allait avoir ça comme réaction à une épidémie. D'ailleurs, personne ne l'avait anticipé. Donc, en conclusion, eh bien, je vous recommande de faire l'effort de comprendre la volatilité qu'il y a notamment sur les marchés financiers et qui est très, très largement sous-estimée par les modèles qu'utilisent les boursiers. Les modèles qui sont issus de Markowitz, de Schack, de Black & Scholes, etc. Et en comprenant cette volatilité, vous jouez contre le marché, c'est-à-dire que vous leur achetez de la volatilité quand ils n'ont pas conscience qu'il y a un risque, et vous leur vendez de la volatilité quand ils ont enfin compris que c'était terrible. Le deuxième point, c'est je vous recommande de faire la diversification au niveau de votre entreprise. De ne pas écouter les investisseurs qui vous disent non, mais s'il vous plaît, restez très, très, très focus, comme ça, nous, on sait dans quel cas vous placer. Ce que ça veut dire, c'est que
pour eux, ce n'est pas grave si votre entreprise fait faillite, puisqu'ils la compensent avec tous les autres entreprises dans lesquelles ils ont investi. Mais vous, donc, ne les écoutez pas et faites votre diversification à votre niveau. Et le troisième point, c'est de faire attention à la dette et aux risques sous-évalués. Souvent, on est surpris. Or, le mieux, c'est d'avoir anticipé. Effectivement, Jean-Christophe, c'était un gros morceau. Merci d'avoir replacé cette finance moderne dans son contexte. Merci d'avoir montré les dérives progressives de Markowitz, de Black-Scholes, qui ont mené à des errements qu'on a constatés et qui viennent toucher les entrepreneurs quotidiennement aujourd'hui. J'ai une question pour toi. Comment expliques-tu que de globalement 1990 à 2008, pendant presque une vingtaine d'années, des fortunes monstrueuses, extraordinaires, aient été faites par l'application de ces principes dont tu nous expliques qu'ils sont faux? Alors, d'abord, il y a toujours la question de la stabilité de ces fortunes. C'est-à-dire que qu'il y ait des gagnants au loto, c'est le principe même du loto. Mais que ces gagnants soient assurés d'être à nouveau gagnants dans 20 ans, c'est un autre sujet. Donc ça, d'abord, c'est une première chose. Et ensuite, il y a beaucoup de gens qui, justement, profitent de ces écarts, qui, par exemple, sont capables de dire, ouf, au prix que tu me proposes là, moi, je préfère vendre mes actions parce que j'en connais les risques, c'est moi qui la dirige, c'est moi qui la possède, je préfère te vendre. Et puis, quelques années plus tard, écoute, je vais te le racheter parce que manifestement, on est tous d'accord que c'est une vraie daube. Donc ça, c'est assez fréquent. C'est courant que nos clients vendent une entreprise et viennent la racheter derrière. Donc ça, ce sont quelques explications, mais tu as aussi une explication qui est formidable, c'est que cette théorie de portefeuille permet l'émergence des professionnels de la gestion de l'argent des autres. Et s'il y a vraiment un moyen sûr de gagner de l'argent, c'est de travailler avec des OPM. Je vous rappelle cette petite histoire classique de chez Goldman Sachs. Salomon Brothers. Tu dis que c'est Salomon Brothers? Salomon Brothers, c'est le livre du français de Polytechnique qui est allé, un des premiers travailler à New York pour Salomon Brothers, donc une Il y a firme longtemps, ancienne. Ouais, ouais, dans les années 80. exact. Donc, ce jeune ingénieur brillantissime arrive dans une salle de marché et là, il a un vieux de la vieille qui lui fait le tour des salles et qui lui dit, tu sais, il y a un truc super important hein, que tu comprennes ici. On ne traite pas des dollars, on ne traite pas des pounds, on ne traite pas des francs, on ne traite pas des yens, on traite des OPM. Alors, dans son anglais encore un peu approximatif, là, le français, il ne comprend pas trop. Et il demande, mais OPM? Et la réponse de l'anglais, c'est, enfin, du, du vieux courtier, c'est Other people's money. On travaille avec l'argent des autres. On est payé un pourcentage par an pour gérer l'argent des autres. Et pour gérer, ça veut dire pour montrer qu'on a fait de notre mieux. C'est pas pour gagner. C'est regarder, oui, oui, désolé, le marché s'est écroulé hier. Et donc, évidemment, on a été pris dedans, mais c'est le marché. Hein. By the way, vous nous devez encore 3% de frais de gestion pour l'année.